Salut, c'est Olive. J'espère que vous aimez les mangas parce que là vous allez en bouffer. Pour faire simple, au cours du mois de janvier-février, je me suis légèrement lâchée sur les mangas et le bilan lecture que je voulais vous faire d'une seule traite aurait été beaucoup trop long. Du coup, je le coupe en 3 parties. Et là, vous vous en doutez, vous regardez la première partie. Et pour commencer ce bilan lecture, je voulais vraiment m'attarder un petit peu sur 3 lectures qui m'ont particulièrement étonnée, surprise et un peu remise à ma place. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte parce que c'est vrai que je cache assez bien mon jeu, mais je suis une vieille râleuse. Autant je suis très curieuse et j'aime découvrir de nouvelles choses, autant il y a certains trucs sur lesquels ça passe pas vraiment. S'il s'agit de shoujo par exemple, j'ai vraiment du mal avec ce genre, ou s'il y a des choses, les dessins ou certains thèmes dans l'histoire qui me conviennent pas, c'est vrai que j'ai du mal à me diriger naturellement vers ces lectures-là. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est que forcément il s'est passé quelque chose, donc vous allez tout de suite comprendre avec ce que je vais vous présenter. On commence avec un josei que je vous ai déjà présenté précédemment dans d'autres vidéos. Il s'agit de Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. Donc si vous vous en souvenez, je vous avais dit que j'avais un peu de mal avec ce josei. Le thème du handicap était vraiment bien abordé, c'était abordé de manière réaliste, voire assez crue. Il n'y avait pas de bons sentiments, il n'y avait pas un côté trop moralisateur. Le héros handicapé était d'ailleurs très courageux. Si je continuais la série, c'était surtout pour lui, parce que vraiment, il avait des valeurs très positives, c'était un personnage qu'on avait envie de suivre. Mais j'avais beaucoup de mal sur l'héroïne, que je trouvais très candide, voire franchement naïve. J'avais un peu de mal sur la romance que je trouvais sympatoche, mais sans plus. Et surtout, je ressentais pas l'émotion dont tout le monde parlait. Tout le monde n'en disait que du bien, tout le monde disait à quel point c'était émouvant, à quel point c'était touchant. Et moi, quand je le lisais, ce manga, j'avais pas de ressenti tel en fait. Je ne ressentais pas cette avalanche d'émotions. J'étais même plutôt froide par rapport à ce manga. Et le 3e tome est arrivé, je l'ai lu, et là, la lumière m'a touchée. Ce 3e tome, en le lisant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui changeait. Du coup, je me suis dit, relis tout d'un coup. Relis tout d'un coup parce qu'il se passe quelque chose, il faut en être sûr. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai relu les 3 premiers tomes à la suite. Et là, effectivement, là, j'ai compris. Là, j'ai senti l'émotion arriver jusqu'à moi. Là, j'ai été vraiment touchée par cette romance. La candeur de l'héroïne est toujours présente, forcément, mais finalement, je suis passée outre. Ça m'a moins choquée qu'à la lecture d'un tome par un tome, en fait. Et surtout, j'ai toujours autant ressenti la claque par rapport à l'entourage, parce que si les héros sont aidés, sont soutenus par des amis bienveillants, la famille notamment de l'héroïne est vraiment une famille de merde, excusez-moi mais c'est vraiment le terme, je vois pas d'autre chose. Ses parents sont étriqués, ils ont un esprit mais c'est atroce, c'est vraiment atroce et ces passages-là m'ont vraiment marqué parce que j'en venais même à trembler de rage, j'étais vraiment en colère, dans une fureur noire quand je lisais ces passages. Et là, vraiment, oui, pour ressentir autant de colère à ce moment-là, c'est que vraiment, j'ai été touchée par ce manga. Donc ça a mis du temps. Ça l'a pas fait du premier coup, mais je suis contente d'avoir poussé la curiosité, d'avoir relu les 3 premiers tomes d'un coup, ça a mieux fait. Du coup, je ne peux que vous conseiller de lire à votre tour Perfect World. Voilà, cette fois, je peux vous le conseiller avec bienveillance. On continue dans la romance avec le shoujo Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze. Alors celui-là, il avait tout pour me déplaire. C'est un shoujo, la couverture est assez parlante et le speech, j'avais l'impression de l'avoir vu des centaines et des centaines de fois. L'héroïne lycéenne jeune avec du caractère qui rencontre lors d'un rendez-vous arrangé un jeune homme un peu plus âgé, riche, beau, mais hyper arrogant. Là tu te dis c'est mort, enfin pourquoi je lirais ça, j'en ai vu déjà des tonnes, c'est pas la peine, passe ton choix. Et pourtant je sens qu'on a voulu me faire passer un message, parce que aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les blogs,
j'en entendais que du bien. Et pas qu'un peu, hein, ça revenait assez fréquemment. Du coup, sans trop savoir pourquoi, je suis allée chez mon libraire. Il avait les 5 premiers tomes. Les 5 premiers tomes ont sauté dans mon sac. Et j'ai lu ces 5 premiers tomes. Et alors là, la claque. C'est drôle ce manga, mais qu'est-ce que c'est drôle. Vraiment, à chaque lecture de chapitre, j'étais mais morte de rire. J'en revenais pas. Les deux personnages principaux sont hyper caractériels. L'héroïne est sarcastique. Le héros est arrogant et hautain au possible. Et ils s'envoient tous les deux sans arrêt des vannes. C'est à qui déstabilisera l'autre. Et c'est génial parce qu'on a des dialogues très rapides, très vifs, très bien travaillés. C'est hilarant, c'est hyper drôle. Et ça met de bonne humeur ce truc, c'est génial. Sur ce point-là, c'est hyper bien trouvé. Et surtout, ce qui m'a plu avec ce shoujo, c'est que l'auteur en est à sa 5e publication. Je pense que ça doit peser un peu dans la balance, que ça soit sa 5e série, parce que on sent que l'auteur sait à quel public elle s'adresse. Du coup, dans l'histoire, durant ces 5 premiers tomes, elle nous met des stéréotypes. Le meilleur ami qui pourrait être un rival, on a l'ancienne amie du lycée du héros qui est devenue une belle jeune femme, intelligente, qui a tout pour elle, quoi. Mais l'auteur joue avec ces stéréotypes et nous les présente. On va les respecter, mais on va pas les respecter à la lettre. Et sur ce point-là, j'ai trouvé ça juste génial parce que, oui, on a ces codes, mais on reste pas dans le manga classique. Justement, elle déjoue ces codes et ça fait du bien au moral parce que on n'est pas dans le shoujo où chaque élément devient un défi insurmontable pour l'héroïne. On n'a pas de longs monologues avec des fleurs de cerisier qui volent dans le vent. Et franchement, ça soulage, quoi, parce que vous l'avez compris, c'est surtout ça qui m'énerve dans les shoujo, c'est que on a toujours les mêmes codes qui sont rejoués chaque fois de la même manière, qui sont surjoués des fois. Et là, on a un shoujo qui se prend pas la tête, un shoujo humoristique qui ne part pas non plus dans le pastiche ou dans la critique pure, qui se contente juste de jouer un peu avec ses codes, et ça fait du bien. Du coup, vous n'allez pas m'aimer parce que je vous pousse à la consommation, mais si vous avez l'occasion d'acheter et de lire les 5 premiers tomes d'un coup, faites-le, parce que le rythme sera soutenu, ça n'aura pas le temps de s'essouffler, et vous aurez la surprise tout du long. Moi, j'ai lu les 5 tomes d'une traite. J'en revenais pas de rire autant, j'en revenais pas d'aimer autant, et vraiment ça a été très fluide. Je finissais un tome, j'avais besoin de lire le suivant tout de suite, voilà, j'en avais besoin, c'était presque physique, et franchement c'est un coup de cœur, et Kazé, bravo, bravo pour cette surprise, et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite, quoi. Voilà. Voilà, maintenant je suis dans l'attente, encore une fois. Et on termine cette première partie de bilan avec un seinen. Il s'agit des Fleurs du Mal de Chuzo Oshimi aux éditions Kiyun. Alors celui-là, il partait mal à cause de 2 points. Le premier point, c'est le dessin. Je suis désolée de le dire, mais je ne trouve pas le dessin beau. Je trouve que c'est assez caricatural. On a le personnage avec un petit visage triangulaire, des yeux en amande, des cheveux filasses. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de caractère qui sort de ce dessin, du moins c'est ce que je ressens en ce moment. Et surtout le titre Les Fleurs du Mal, ça fait référence à Baudelaire évidemment. Et adolescente, j'adorais Baudelaire, vraiment Baudelaire, c'était mon maître à penser, c'était vraiment wouh. Et Les Fleurs du Mal, c'était, et ça reste encore aujourd'hui, un recueil de poésie qui m'est très cher. Je suis très attachée à ce livre. Et c'est pour ça que je montrais un peu les dents avec ce manga. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Baudelaire? Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer encore? Du coup, ce manga, je voulais pas le lire. Vraiment, je voulais pas. Et il avait a priori rien pour me plaire. Et même si c'était Kiyun qui publiait, je me suis dit non, j'y touche pas parce que je vais sortir de mes gonds, ça va pas le faire. Mais là encore, les critiques étaient assez bonnes. On m'a fait passer un message. Et là, j'ai fait l'effort. Je me suis dit, écoute, s'il y a autant de bonnes critiques, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vraiment marcher. Du coup, je suis allée chez mon libraire, qui avait les 2 premiers tomes. Je les ai achetés, je les ai lus vraiment à reculons, parce que même si j'avais envie de les lire, bon, ça me plaisait pas vraiment. J'ai donc fini par me lancer dans la lecture, et là aussi, la claque. Alors oui, les dessins sont pas formidables. Ils sont assez simples, il n'y a pas beaucoup de détails. Mais j'ai cherché un peu sur le net
parce qu'au Japon, si je me trompe pas, la série est terminée, ou alors elle est sur le point de se terminer, et j'ai vu que le dessin évoluait vraiment. Il y avait une amélioration nette dans les tomes suivants, donc sur ce plan-là, je suis rassurée. Et j'étais également rassurée sur les fleurs du mal. Ce manga raconte l'histoire de Takao, un collégien qui, a priori, n'a rien pour se démarquer, il n'est pas particulièrement beau, ni particulièrement intelligent. C'est juste que c'est un gros lecteur. Il a 13-14 ans et il a déjà lu Baudelaire, il a déjà lu Victor Hugo. Et Les Fleurs du Mal, c'est son recueil de poésie favori. C'est le livre qu'il ne peut pas s'empêcher de relire. Et Takao a d'un côté la lecture, mais a de l'autre côté Nanako. Nanako, c'est la jolie fille de la classe. C'est la fille populaire, c'est la fille dont tout le monde est amoureux. Et si Takao est amoureux de cette jeune fille, il n'est pas amoureux comme n'importe qui. Il idéalise cette jeune fille, c'est vraiment devenu sa muse. C'est son idéal féminin. Donc il se contente de la regarder, il ne lui a jamais parlé, et il sait très bien qu'il ne l'abordera jamais. Mais voilà qu'un soir, en quittant la classe, Takao découvre au fond de la salle un sac de sport visiblement oublié, et ce sac de sport appartient à Nanako, et dedans il y a les affaires de Nanako. Et sans trop savoir comment, ni pourquoi, Takao va prendre ce sac. Va prendre ce sac et va garder les affaires de sport de la jeune fille chez lui, et à partir de là, sa vie est bousculée. Sa vie est bousculée parce que déjà, il comprend pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il a eu ce geste pervers, il faut le dire, mais surtout parce qu'il a été vu par une personne de sa classe. Sawa, la jeune fille qui est sur la couverture, est un peu le mouton noir de la classe. Elle ne parle pratiquement jamais et les seules fois où elle parle, c'est pour insulter tout le monde, élève comme professeur. Et il se trouve qu'elle a vu Takao emporter le sac. Et donc elle décide tout simplement de faire chanter Takao. Elle lui dit « Je t'ai vu, donc soit tu m'obéis au doigt et à l'œil, soit je dis à tout le monde que t'es un pervers. » Alors là où un héros un peu réfléchi aurait pu tout simplement déjouer le piège en se débarrassant des affaires et en faisant peser sa voix contre celle de sa voix, là Takao va paniquer, tout simplement. En fait il s'en veut, il se sent hyper coupable d'avoir eu ce geste pervers. Du coup, il va obéir aveuglément à sa voix, quitte à s'en mordre les doigts. Et c'est là que c'est bon, parce que oui, c'est tourmenté, c'est violent, c'est pervers, mais ça l'est plus qu'on ne le pense. Parce qu'à première vue, on pourrait se dire que Sawa est la méchante, et Takao est le pauvre petit agneau pris dans le piège, tourmenté malgré lui. Mais ça va plus loin que ça, parce que Sawa, si elle tourmente autant Takao, c'est parce que elle sent qu'il est comme elle. Sa voix, en fait, si elle est si méchante, c'est parce qu'elle s'emmerde dans son monde. Elle s'emmerde vraiment. Elle a réfléchi, elle a pensé, elle a évolué à tel point que la vie qu'elle mène en tant que collégienne dans un petit village de campagne ne lui convient plus. Elle voit déjà au-delà, elle ne pense déjà plus comme une adolescente. Elle a une vision assez réaliste et assez noire de la nature humaine. Et elle a accepté, si je puis dire, sa noirceur en fait. Elle le sait, que tout le monde n'est pas bien gentil et bien pensant. Elle sait qu'il y a de la perversité chez l'homme et elle a accepté la sienne. Et surtout, elle a vu que Takao était en train de devenir comme elle en volant les affaires de Nanako. Et du coup, elle a envie de le révéler. Elle a envie qu'il se révèle à lui-même. Et c'est pour ça qu'elle le pousse, qu'elle le bouscule, qu'elle le tourmente à un point que le pauvre en vient à pleurer. Parce qu'elle veut qu'il s'élève à son niveau. On a donc là une relation tourmentée parce qu'on a le harceleur et on a le harcelé, mais on a également une relation de maître et élève, puisque sa voix prend véritablement, notamment à la fin du deuxième tome, l'image du maître qui va aider l'élève à se révéler à lui-même, à apprendre des leçons de vie. Et ça c'est génial parce qu'on a, voilà, on a en fait l'apprentissage de quelque chose d'assez malsain. On a l'apprentissage de la perversité en l'homme, de la noirceur, des idées sombres. Et c'est un apprentissage qu'il faut assumer totalement, aussi bien pour le héros que pour le lecteur. Et c'est d'une violence, c'est d'une violence, mais c'est une belle violence, parce que effectivement c'est pas pour les lecteurs un peu sensibles. Si vous n'aimez pas voir les personnages tourmentés, notamment psychologiquement, ne le lisez pas. Parce que vraiment vous vous sentirez mal à cette lecture. Mais pour ceux qui ont le cœur bien accroché, foncez. C'est brutal, c'est une lecture vraiment brutale. Rien quand j'en parle, là, ça me donne des frissons. C'est bon d'être bousculé comme ça par un manga. J'adore ça, j'adore cette sensation. Je l'ai ressenti plusieurs fois lors de lectures de romans. Et c'est assez rare que je sois aussi bousculée par un manga.
je l'ai été, notamment par Fullmetal ou encore Innocent. Mais là, ça vient d'un manga auquel je croyais pas au départ. Parce que quand on le voit comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'est violent à un tel point que ça en devient beau en fait. Ça en devient beau non pas par l'image, mais parce qu'il s'en dégage, par le message qu'il y a derrière. Et oui, même si c'est pas un message positif, si c'est vraiment un manga à l'atmosphère sombre, ça en reste pas moins génial parce que vraiment le lecteur est happé par cette histoire et happé par ce que les personnages essayent de lui transmettre. Et c'est... Voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc je ne peux que vous dire une chose, c'est foncez. Foncez franchement parce que vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est terminé pour cette première partie de bilan lecture manga. J'espère que ça vous a plu et j'espère que surtout vous êtes prêts pour la suite parce que ce n'est pas terminé. Les chroniques écrites sur ces mangas sont déjà faites, elles sont déjà sur le blog, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à les voir. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles découvertes livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!